Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Alors je ne sais pas si cela vous chiffonne d'être privé de vote, les Parisiens étant les seuls Français à ne pas élire aujourd'hui de conseillers départementaux. Nous parlerons d'une autre élection qui s'est déroulée mardi en Israël et qui a donné une victoire nette à Benyamin Netanyahou, à la stupeur générale, y compris celle du principal intéressé. Bibi, encore roi d'Israël, hélas, s'afflige le monde et vous nous direz si vous partagez cette affliction. Nous évoquerons ensuite le terrible attentat du Bardo qui mercredi a fait 21 morts, 20 touristes et un policier, frappant ainsi la seule et fragile expérience démocratique du monde arabe. Les sondeurs israéliens étaient formels, les observateurs du monde entier unanimes. Bye bye Bibi, claironait Libé mardi matin. Les électeurs israéliens ne doivent pas lire Libé, ni d'ailleurs à Haaretz. En revanche, ils semblent avoir apprécié la rhétorique musclée de Netanyahou, qui, un peu comme Hollande jurant « mon ennemi, c'est la finance », a promis à ses concitoyens que jamais il n'y aurait d'État palestinien. Les Israéliens ont donc redonné une majorité claire à la droite, qui dispose de 67 sièges sur 120 à la Knesset, et de surcroît renforcer l'autorité de Bibi sur son camp, beaucoup d'électeurs du Parti national religieux très puissant dans les colonies ayant voté Likoud par peur d'une victoire de la gauche. Alors Alain Finkielkraut, autorisez-moi pour commencer une question de journaliste. Quel bulletin auriez-vous mis dans l'urne si vous étiez israélien ? Votre question est indiscrète, très chère Elisabeth. Et vous n'allez pas y répondre. Mais je ne me déroberai pas. Bon. J'y répondrai avec l'humilité que requiert ma situation de juif de la diaspora, mais sans faux fuyant, sans me cacher derrière mon petit doigt. Cependant, pour donner un certain poids à l'aveu que vous voulez m'extorquer à tout prix, je le ferai au terme d'une réflexion sur les dernières élections israéliennes. L'explication de vote avant le vote. Voilà. Donc, faites violence à votre nature, Elisabeth, soyez patiente. Ah, ouh, ça c'est dur. La campagne d'abord. Dans l'un des messages publicitaires du Likoud, on voyait un couple de la classe moyenne dans son appartement tout à fait ordinaire. Soudain, un coup de sonnette retentit, la femme va ouvrir, et qui est sur le pas de la porte ? Le Premier ministre lui-même. Le couple est confus, éberlé, ébloui, et Netanyahou, sachant qu'ils doivent aller, je crois, au cinéma, se propose de garder les enfants ? Babysitter. Non, c'est pas vrai. Bibi, c'est plus sûr que Tsipi, dit-il, car celle-ci est instable, versatile, et elle peut partir à tout moment. Les parents, éperdus de gratitude, confient donc leur enfant à la garde de l'homme, imposant et rassurant. En voyant ce petit film, j'ai eu une pensée mélancolique pour Ben Gourion, qui s'était opposé de toutes ses forces à l'introduction de la télévision en Israël. Oui. En 1961, lors du procès Eichmann, elle n'existait pas. Et comme le rappelle Claude Klein, la télévision n'a été introduite qu'en 1968, après la retraite du vieux lion Asdé Boker, et alors que de nombreux Israéliens captaient déjà les stations des pays voisins. Ah, j'ajoute que Ben Gourion aurait certainement été stupéfait et consterné par le train de vie du couple Netanyahou, dont d'ailleurs les révélations ne doivent absolument pas, visiblement, perturber les lecteurs. Non. Mais allez, continue. Alors, donc, la normalisation devenait donc inévitable. En 2015, la télévision est là, omnipotente, omniprésente. Et de surcroît, elle règne sur Israël dans sa version la plus agressivement américaine. À l'âge du show business, Netanyahou ne répugne pas à jouer son propre rôle dans un sketch destiné à faire peur en souriant. Car, comme l'a écrit Neil Postman dans son célèbre livre « Se distraire à en mourir », le divertissement est aujourd'hui le mode de présentation naturel de toute expérience. Les Juifs ont résisté à tout. Résisteront-ils à l'infantilisation programmée par la vidéosphère ? Telle est la question, et
je ne suis pas sûr que la réponse était, me semble-t-il, dans votre récit. Voilà. La réponse était dans le sketch. Mais ce qu'il montre, d'autre part, ce sketch, ce petit film publicitaire, oui, mais je ne dis pas, ce message publicitaire, d'autant plus désolant qu'il se veut amusant, c'est que contrairement aux analyses de tous les commentateurs, la question sociale n'a pas éclipsé la question politique dans cette élection. L'Union sioniste a peut-être cru, en ce cas, elle s'est lourdement trompée. Mais Netanyahou a gagné parce qu'il est apparu comme celui qui pouvait faire face à un monde de plus en plus menaçant. Alors tout de même, il y a eu en plus, parce que là vous parlez de la campagne donc, qui était préparée, mais comme Gil Michaeli, qui est rentré hier soir, me l'a raconté, les derniers jours de la campagne, parce que probablement les sondeurs ne se sont pas tant trompés, ils ont poussé les électeurs à se mobiliser, et les derniers jours de la campagne, là il ne s'agissait plus de spots, on a senti un vent de panique dans le camp de Netanyahou, il a multiplié les promesses, les déclarations, les réunions, notamment dans les implantations. Et donc là, il est passé au registre de la peur, plutôt, me semble-t-il. Mais le babysitter, c'était le registre de la peur, mais en souriant. Oui. Donc il a évidemment accéléré le tempo, parce qu'en effet, Israël n'est pas un pays qui peut se payer le luxe de se laisser accaparer par la question sociale, aussi urgente que celle-ci puisse être. Donc, la peur. Et la peur a des arguments. Il faut reconnaître. Israël s'est retiré du Liban et il a eu le Hezbollah. Israël s'est retiré de Gaza et il a eu le Hamas. Israël peut-il se permettre de laisser un nouveau Hamasland s'installer en Cisjordanie? L'autorité palestinienne devenue État palestinien aura-t-elle la force de résister à l'islamisme qui est, dans sa version sunnite comme dans sa version chiite, le mal planétaire de notre temps? Mais j'ajouterai à votre liste de questions, Israël peut-il se permettre de ne rien faire? Mais justement... C'est trop tôt, pardon. C'est toujours trop tôt. Oui. La patience. J'apprendrai. Le Likoud ne veut pas de ça, et on le comprend. Mais que veut-il? La perpétuation indéfinie du statu quo, sous le nom de conflict management, l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, avec l'accession des Palestiniens qui l'habitent à la citoyenneté israélienne, c'est la proposition de Naftali Bennett. Donc, ce ne sera pas l'apartheid, mais ce sera la violence pérenne du choc des cultures. Dans son dernier livre, Régis Debray se demande si la condition libanaise allait être la condition humaine de demain chauffée à blanc. Eh bien, il semble qu'Israël aille de son propre chef devant ce cauchemar. Alors, un petit tout de même correctif, le lendemain, mais je ne sais pas ce qu'il faut croire, le lendemain même de son élection, dans une interview à Fox News, me semble-t-il, Benjamin Netanyahou a dit que pas du tout, il est revenu au discours de Bar-Ilan et dit qu'il était toujours pour la two-state solution. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est pas là-dessus que les électeurs ont voté. Mais il est vrai, il a demandé, Netanyahou, que les Palestiniens, pour preuve de leur bonne volonté, reconnaissent Israël comme État juif. Ils ont dit non de la manière la plus catégorique, et en refusant de reconnaître Israël comme État juif, ils se définissent implicitement comme des ennemis d'Israël, puisqu'ils reconnaissent un fait et non sa légitimité. Mais, justement, ce que je répondrai à ceux-là, à ceux qui disent que, puisque les Palestiniens sont des ennemis, eh bien, ils ne peuvent pas être des partenaires. Ils peuvent garder cette carte pour la fin aussi. Oui, d'une part, mais moi je pense que la paix au sens diplomatique n'est pas la transformation des ennemis en amis. Elle offre à l'inimitié une autre issue que la guerre. Et puis surtout, quelle est l'alternative? Si les choses suivent le cours, l'ennemi n'aura pas d'adresse fixe, mais il n'aura pas pour autant déposé les armes.
il sera présent, violent et insaisissable. Ces trois attributs ne peuvent que corrompre moralement la société israélienne, puisque les habitants juifs de ce pays, eh bien, risquent de d'avoir peur, en quelque sorte, du premier arabe venu. Et ils auront beau s'être choisis le plus efficace des babysitters, cette peur abîmera inexorablement leur âme. Et donc, je réponds, et ensuite, que répondre voté, hein, non, mais je veux le dire, mon vote s'entend. Il commence à se dessiner. Ça se dessine, voilà. Que répondre, enfin, à ceux des Palestiniens, il y en a quand même, qui ne veulent rien d'autre que la souveraineté, que l'indépendance, qui n'ont pas d'idée derrière la tête, et qui disent « On accepte de négocier un partage de la pizza avec les Israéliens, mais cela suppose qu'ils arrêtent de la manger pendant la discussion. » Oui. Et on a l'impression que la droite qui se défie des Palestiniens fait tout pour les amener à justifier cette défiance. Oui, enfin pour rendre la situation en quelque sorte irréversible. Elle s'alarme de leur radicalité et elle travaille à leur radicalisation. Voilà pourquoi, sans aucunement tomber dans l'angélisme ou dans la repentance post-sioniste, je crois que j'aurais voté pour les partis qui propose un retour à la table de négociation et un partage honnête de la pizza. C'est-à-dire pour la coalition sioniste. Mais je voudrais vous soumettre une impression que m'a livrée Guy hier, c'est que la fracture justement qui sépare la droite de la gauche, c'est probablement une fracture culturelle profonde. On a l'impression qu'on a une gauche qui est presque aussi hors sol que la nôtre. Dans un sens, peut-être pas du point de vue sociologique, mais du point de vue culturel, c'est une gauche laïcarde, d'une certaine façon, et on a une population israélienne qui, dans sa majorité, veut conserver un certain attachement à la tradition. Mon ami Abiad Kleinberg me disait « Mes parents étaient juifs, moi je suis israélien ». Eh bien, j'ai le sentiment aujourd'hui que beaucoup d'Israéliens et dans le fond qui se retrouvent dans cette coalition de droite, beaucoup d'Israéliens disent non, nous voulons rester juifs aussi. Nous ne voulons pas simplement être une démocratie tout à fait comme les autres. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous sentez une fracture entre deux Israël de ce point de vue-là? Ce que je sais, c'est que la laïcité en Israël ne peut pas prendre la même forme qu'en France. Je suis pour la laïcité dans les deux pays. Mais Israël est né comme nation au travers de l'étude et de l'observance de la Torah. Cela, Israël ne peut pas l'oublier. Mais je crois que les Juifs laïcs, autrefois, ne l'oubliaient pas. Ils avaient fait leur place aux Juifs religieux, c'était le compromis négocié encore une fois par Ben Gourion, et puis eux-mêmes pouvaient étudier la Bible, voire dans certains cas le Talmud. Simplement, j'ai vu moi-même arriver les kippas en Israël tardivement. Je suis, hélas, avec les séfarades. Lors de mes premiers voyages en Israël, il y avait très peu de kippas. 1960, 1967, 1969. Et, si vous voulez, j'ai le sentiment, avec ces kippas tricotés qui fleurissent un peu partout, d'une sorte de Jewish pride qui est comme un pléonasme. C'est-à-dire, c'est bien le lieu où Israël, où c'est pas la peine d'affirmer qu'on est juif, puisque précisément, il s'agit de l'État juif. Alors, de même... Oui, mais enfin, quand vous allez à Tel Aviv, justement, si vous voulez, on parle des suceurs de mezouza, on considère tous ces gens, si vous voulez, y compris les traditionnalistes, pas seulement les ultra-orthodoxes, comme des obscurantistes qui attachés à de vieilles superstitions, si vous voulez. Et là, je ne vous parle pas des kippas tricotés, je ne vous parle pas des juifs militants, je vous parle de l'israélien moyen, si vous voulez, qui est attaché un peu à la synagogue, un peu à un certain nombre de choses. Oui, mais bien sûr. Et qui est un peu méprisé, si vous voulez, par la gauche. Mais il y a une espèce quand même d'affirmation identitaire de Jewish Pride qui me paraît
aussi déplacé que dans le registre verbal, si vous voulez, le tri sélectif. Pas besoin de dire un tri c'est forcément sélectif, ou je ne sais pas quel autre. Et un juif c'est forcément fier. Un juif c'est pas forcément fier, mais c'est forcément juif. Oui, donc voilà. Donc je ne suis pas sûr de la pertinence de ce comportement, même si il vous répondra qu'il correspond à une mitzvah, mais cela conduit en effet les laïcs à devenir des laïcards. Et moi, je m'alarme de la division que je vois naître en Israël entre les Israéliens attachés à leur héritage, et qui le montrent de manière un peu trop expansive peut-être, et les bobos, plutôt que les laïcards, les bobos. Donc si vous voulez, voilà pourquoi je ne sais pas, voilà, il y a d'un côté Jérusalem qui vote massivement pour la droite, Tel Aviv qui vote massivement pour l'Union sioniste, en étant une espèce de la Noé City, une espèce de Paris-Plage. La Gay Pride de Tel Aviv est très très courue. Oui, et c'est une sorte de Paris-Plage 12 mois par an. Donc, je porte en moi la nostalgie d'un autre Israël. Oui, c'est-à-dire d'un Israël où vous parliez d'ailleurs de la cacophonie plutôt que d'une fracture, justement, voilà, de toutes exactement. ces voix. Une dernière question tout de même sur les conséquences pour Israël, parce que, comment dire, tout de même, alors il est vrai, je vous ai dit, Benjamin Netanyahou s'est dit de nouveau favorable à la solution à deux États, mais la situation diplomatique d'Israël risque tout de même de virer rapidement au cauchemar. D'abord, les Palestiniens s'apprêtent à lancer une offensive sur le front de la justice internationale. Les Américains pourraient mégoter très sérieusement leur soutien à Israël, et l'Europe durcir sa politique, allant même jusqu'à botter des sanctions. Alors un certain nombre de nos amis comme Elie Barnavi et beaucoup d'autres à gauche, eux, disons, n'ont plus que cela comme seul espoir. Ils disent: nous devons être sauvés en quelque sorte par les pressions internationales, et Guy, lui, au contraire, craint que ces pressions ne fassent que renforcer les radicaux. Alors que pensez-vous de la situation israélienne aujourd'hui ? Je pense que la situation israélienne est extrêmement inquiétante. Je crois que l'initiative palestinienne mettra légitimement en fureur aussi bien la gauche israélienne que la droite. Donc, s'ils m'écoutent, là, aujourd'hui, je les invite à s'abstenir. Cependant, je sais que on a beaucoup reproché à J. Cole de vouloir qu'une instance extérieure torde le bras aux Israéliens comme aux Palestiniens pour qu'enfin une paix réelle s'installe entre eux. Eh bien, je comprends ce reproche, cette indignation, mais que faire d'autre pour mettre fin à une occupation qui, comme le rappelle Barnavi lui-même, coûte 500 millions de dollars par an, sans compter les dépenses militaires et sécuritaires, somme dont elle prive un État-providence, un réseau scolaire et universitaire et un système de santé en pleine déliquescence. On retrouve là la question sociale, mais aussi la question scolaire. Oui. Or, et culturel, Israël, oui. c'est avant toute chose une choule. Il ne faut pas l'oublier. Bon, alors j'arrête là sur ce sujet car il nous reste très peu de temps pour parler de l'attentat du Bardo. Donc 2 des 3 assaillants, qui sont tous, me semble-t-il, de nationalité tunisienne, ont été tués, mais un 3e est en fuite, a-t-on appris ce matin. Alors cet attentat est évidemment une catastrophe contre le tourisme, première source de devises du pays, et les engagements solennels pris devant les caméras d'aller passer des vacances en Tunisie ne changeront sans doute pas la donne. Mais il est aussi un coup dur contre une démocratie naissante qui est en le seul exemple que l'on connaisse de participation d'islamistes modérés au pouvoir. Alors, est-ce que ça donne raison aux électeurs israéliens, Alain Finkielkraut ? Non, les électeurs israéliens, comme tous les Occidentaux, comme tous les Européens, comme tous les non-islamistes, ont peur, et ils ont raison d'avoir peur. Est-ce que le choix du Likoud est justifié ? Je ne pense pas, et je l'ai dit. Mais
jamais la Tunisie n'avait subi une attaque de cette ampleur contre les civils. Voilà ce qu'écrivait Le Monde il y a quelques jours, dans son éditorial. C'est faux. C'est faux. Comme le rappelle Mesri Haddad. Djerba. L'attentat suicide contre la synagogue de Djerba en 2002, commis par des jeunes de la diversité française, originaires de Toulouse, avait entraîné la mort de 19 touristes allemands. Les soldats de Dieu, autrement dit, ne partagent pas le monde entre démocratie et théocratie, mais entre fidèles et mécréants. Donc, culture comme religion, tout ce qui n'est pas l'islam doit se soumettre ou périr. Ces fanatiques n'étaient pas moins hostiles au régime de Ben Ali qu'au régime issu de la révolution de Jasmin. Le problème, c'est que ce régime révolutionnaire, libéral, démocratique, s'est délibérément affaibli au lendemain de la chute du dictateur. Comme le souligne également Mesri Haddad, il a libéré les terroristes, y compris les complices locaux de l'attentat de Djerba, et il a limogé les meilleurs responsables sécuritaires que comptait le ministère de l'Intérieur. Il a refusé, sous l'impulsion d'Enarda, de réactiver la loi antiterroriste de 2003, car il l'accusait d'être liberticide. Et il semble que les ultra-démocrates français veuillent faire pareil pour leur pays. Le Monde du samedi 21 mars titrait sur 4 colonnes à la une « Renseignement, une loi à risque pour les libertés publiques ». Et on dit la même chose. Il disait, avant l'attentat de Tunis, il disait exactement la même chose sur l'Égypte, qui était très vivement critiquée pour la même chose. Donc, dans une démocratie digne de ce nom, les journalistes défendent les libertés en mettant les politiques sur écoute, et les politiques mettent à mal ces mêmes libertés quand ils écoutent les terroristes. Ce n'est pas la leçon que j'aurais personnellement tirée de l'attentat du musée du Pardo. Bon, il s'agit évidemment, personne ne propose qu'on n'écoute pas les terroristes tout de même, et la question la question des atteintes aux libertés ne peut pas peut-être être totalement évacuée. Un mot tout de même avant de finir sur Enarda, c'est-à-dire qui, d'abord, je rappelle que Ranouchi avait été l'un des premiers à présenter ses condoléances au grand rabbin de Tunis, qui avait perdu, je crois, un fils dans l'attentat de Djerba, et que les leaders actuels d'Enarda ont très fermement condamné l'attentat. Est-ce que, dans le fond, est-ce que ça ne nous dit pas que, finalement, il peut y avoir un islamisme modéré qui participe à des gouvernements, qui respecte le résultat des élections ? Nous verrons bien, mais enfin, le rôle d'Enarda après la révolution de Jasmin a été, sur tous les plans, absolument déplorable. Alors bien sûr, peut-être tireront-ils la leçon de cet attentat qui porte un coup très dur à leur pays, mais je me souviens qu'ils ne voulaient pas, au début, condamner les salafistes. Ils ont proposé même une sorte de flirt avec ces derniers. Bien, voilà comment ils sont remerciés, et je comprends d'autant plus leur inquiétude que cet attentat n'est pas tombé du ciel. Des milliers de Tunisiens sont allés en Syrie combattre, et en Irak combattre aux côtés de Daesh. Ils reviennent, donc ce n'est pas un mouvement groupusculaire, c'est un mouvement populaire. Et si Enarda se réveille, eh bien, oui, en effet, un autre islamisme sera possible. Bien, eh bien, sans doute devrons-nous aussi revenir un jour sur l'intervention en Libye et sur la politique syrienne, qui n'est pas pour rien dans ce qui se passe. Merci, cher Alain Finkielkraut. J'aimerais annoncer que samedi prochain, vous fêterez le 30e anniversaire de Réplique, votre indispensable rendez-vous sur France Culture du samedi matin, avec 2 émissions enregistrées en public, donc l'une à 9h et l'autre à 11h, au grand auditorium de Radio France, et bien sûr, tout le monde est convié. Donc bon anniversaire à Réplique et longue vie encore, et je rappelle qu'on vous lit aussi dans Causeur. Bonne semaine, cher Alain Finkielkraut, et bonne semaine à tous.